Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Discutons un peu, nous allons parler d'un manga trop méconnu, mais qui pourtant est bourré de bonnes intentions, de qualité et d'idées géniales. Je parle bien évidemment de Biichi d'Atsushi Okubo. Si vous avez déjà lu une œuvre de ce dernier et que vous avez accroché à son style d'écriture et de dessin, je pense que cet épisode est totalement fait pour vous. Parlons donc un peu ensemble du premier bébé du père de Fire Force et de Solitaire si vous le voulez bien. Pour bien comprendre Biichi, il faut revenir un peu sur le parcours de son auteur. À l'époque où il commence à travailler sur Biichi, en 2001, il est encore un jeune mangaka qui se cherche. Il a été d'abord assistant sur Get Backers et comme beaucoup d'auteurs à leur début, il expérimente des idées, des styles, des concepts qui sont encore en phase de développement. Biichi est donc une sorte de terrain de jeu où il se permet de tout essayer. On voit qu'il se lâche complètement à prendre des risques créatifs qui vont préfigurer sur ce qu'il affinera par la suite dans Solitaire et encore après dans Fire Force. C'est comme si Okubo posait ici les premières pierres de ce qui allait devenir sa marque de fabrique. Au cœur de Biichi, nous avons Shotaro, un personnage optimiste, un peu naïf, mais doté de pouvoirs surnaturels, les doji. Ce qui rend l'utilisation des doji si intéressante dans ce manga, c'est que ces pouvoirs dépendent directement de la pureté morale de ceux qui les utilisent. Cela veut donc dire que pour Shotaro, pour qu'il puisse utiliser ses pouvoirs et les maîtriser, il doit rester pur dans ses actions et ses intentions. Une condition unique qui apporte un enjeu moral au récit. Ce n'est pas qu'un simple manga d'action du coup, c'est aussi une réflexion sur le bien, le mal et les nuances qui existent entre ces deux pôles. Shotaro est un personnage qui, malgré la simplicité apparente, doit naviguer dans un monde où les tentations, la corruption, les dilemmes moraux sont omniprésents. En parallèle de cette quête pour garder sa pureté, il cherche également à retrouver son amie d'enfance Emine, qui elle aussi possède des capacités spéciales. Cela ajoute du coup une dimension personnelle et émotionnelle à l'histoire. Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on ouvre Biichi, c'est la richesse visuelle de l'univers. Okubo a toujours eu ce don pour créer des mondes incroyablement détaillés, mais ici, il explore un style encore plus brut, plus sauvage. On sent des influences variées, d'un côté une énergie visuelle proche du street art et de l'esthétique punk, et de l'autre côté des éléments gothiques et surréalistes qui donneront naissance à des univers comme celui de Solitaire plus tard. Les personnages eux-mêmes sont une explosion de créativité visuelle. Okubo adore déformer, exagérer, et cela se voit particulièrement dans ce manga. Jotaro, par exemple, a un look totalement décalé qui reflète parfaitement son côté excentrique et optimiste quasi inébranlable. Mais c'est surtout dans les combats que l'auteur se lâche vraiment. Les pouvoirs des doji, les pouvoirs doji permettent à Okubo de créer des affrontements où tout est possible. Les actions des personnages, leurs mouvements, leur manière d'utiliser les pouvoirs sont représentés de façon exagérée, des façons vraiment folles, presque grotesques parfois, mais toujours incroyablement dynamiques. Un autre point fascinant, c'est l'ensemble et l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Les décors urbains, que ce soit des bâtiments déformés, des rues désordonnées, des paysages chaotiques, reflètent du coup l'état d'esprit de l'univers de Biichi. Tout est en constante mutation et cela accentue cette sensation de liberté créative où rien n'est figé. L'un des aspects les plus captivants de Biichi réside aussi dans la manière dont Okubo traite les pouvoirs surnaturels, appelés doji dans le manga. Ces pouvoirs sont pas de simples capacités de combat ou des forces mystiques à la manière des shonen classiques, ils sont directement liés à la personnalité, à l'éthique et au comportement de ceux qui les possèdent. Mais d'où vient cette idée? Dans Biichi, les utilisateurs des doji ont la capacité d'exploiter des pouvoirs surnaturels, comme on a dit précédemment. Mais il y a un twist important. Pour qu'ils puissent maintenir le contrôle sur ces capacités, ils doivent respecter un ensemble strict de principes moraux. Le concept de pureté morale est du coup au cœur de la dynamique des pouvoirs dans ce manga. Si un utilisateur fait des choix moralement discutables ou agit de manière immorale, il perd non seulement le contrôle de son doji, mais peut aussi se retrouver dans des situations dangereuses où son propre pouvoir se retourne contre lui. Ce lien entre l'éthique personnelle et le contrôle des pouvoirs n'est pas quelque chose que l'on voit souvent dans les mangas. Habituellement, ce sont des dons ou des techniques que l'on peut perfectionner par l'entraînement ou l'héritage familial, mais Biichi introduit une dimension psychologique où la moralité personnelle influence directement la puissance et les effets de ces derniers. Cela donne un enjeu, du coup, moral supplémentaire au combat et aux interactions des personnages entre eux, car leurs choix et leurs actions ont des répercussions immédiates sur leurs capacités.
Ce concept de pouvoir dépendant de la pureté morale pourrait être influencé par certaines philosophies spirituelles et éthiques, notamment celles qui entourent la notion de karma. Le karma, dans plusieurs traditions spirituelles, fait référence à l'idée que les actions d'une personne, bonne ou mauvaise, influencent directement son avenir et sa situation actuelle. Dans Biji, cette situation se manifeste dans les doji du coup. Un utilisateur ne peut pas simplement se permettre de faire ce qu'il veut. Il doit rester sur un chemin juste pour éviter de voir ses pouvoirs se déchaîner contre lui. En ce sens, le manga propose une réflexion plus profonde que ce que l'on pourrait attendre d'une simple œuvre de divertissement. Il interroge du coup indirectement la question de la responsabilité individuelle et des conséquences morales des actions des personnages. À travers les personnages et leurs pouvoirs, Okubo semble poser une question essentielle. Comment utiliser un pouvoir de manière responsable en restant fidèle à ses propres valeurs? Un autre aspect fascinant des doji est qu'ils semblent être une extension directe du caractère des personnages qui les possèdent. Cela se voit particulièrement chez le protagoniste dont le pouvoir et la personnalité sont intrinsèquement liés. Shotaro est quelqu'un de fondamentalement bon et pur d'esprit, presque enfantin dans son approche de la vie. Son pouvoir reflète du coup cette nature. Il est puissant tant qu'il reste moralement intègre. Dès qu'il dévie un tout petit peu de cette pureté, il perd totalement le contrôle. Cela crée des enjeux passionnants dans les scènes d'action car les combats ne se résument pas simplement à des démonstrations de force brute. Les personnages doivent constamment se demander s'ils agissent correctement, s'ils restent fidèles à leurs valeurs et comment leurs décisions affecteront leur capacité à maîtriser leur pouvoir. C'est un élément qui ajoute de la tension et du coup de la profondeur aux affrontements des personnages. L'un des aspects que les fans de Kubo apprécient particulièrement aussi, c'est la créativité avec laquelle il conçoit les pouvoirs de ses personnages. Dans ce manga, chaque personnage possède un doji unique et ses pouvoirs sont aussi diversifiés qu'imaginatifs. Par exemple, certains personnages peuvent manipuler des objets ou leur propre corps de manière inattendue. La variété des pouvoirs reflète l'originalité visuelle d'Okubo, qui aime du coup jouer avec les limites de ce qui est possible dans un univers fictif, contrairement du coup à d'autres mangas où les pouvoirs suivent des règles établies. Dans ce manga-ci, il semble suivre une logique propre à chaque utilisateur, offrant du coup une grande diversité dans les affrontements et les situations. En plus de la philosophie du karma et des concepts éthiques, on peut aussi voir du symbolisme et des idées du pouvoir intérieur dans la manière dont les doji fonctionnent. Dans plusieurs cultures, la notion de pouvoir intérieur est liée à la maîtrise de soi, à la discipline mentale, à l'harmonie avec son propre corps et esprit. On retrouve cette idée dans Beichi. Les pouvoirs surnaturels, du coup, ne sont pas simplement donnés à des personnages qui les utilisent librement, ils sont le reflet même direct de leur état mental et de leur intégrité morale. En ce sens, les doji pourraient être vus comme une métaphore du contrôle personnel. Si une personne reste fidèle à elle-même, à ses principes et à ses valeurs, elle peut exploiter pleinement son potentiel, mais si elle commence à agir de manière égoïste, corrompue ou injuste, elle perd le contrôle et son pouvoir, qui était auparavant une force, est maintenant devenu un fardeau. Dans le paysage des mangas shonen, l'idée de lier les pouvoirs à la morale n'est pas une idée courante. Dans des œuvres comme Naruto ou Dragon Ball, les capacités des personnages sont généralement déterminées par l'entraînement, l'héritage ou des artefacts extérieurs. Dans ce manga-ci, quant à lui, introduit un concept de pouvoir intrinsèque qui dépend entièrement du caractère des actions et du comportement des personnages. C'est ce qui rend le manga unique et à bien des égards avant-gardiste dans la manière de traiter la question des pouvoirs surnaturels. En somme, les doji dans Beichi ne sont pas des simples outils narratifs. Ils représentent quelque chose de plus profond, un commentaire sur la responsabilité personnelle, sur la manière dont nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, affectent non seulement notre vie, mais aussi notre potentiel. Cette idée s'ancre dans une logique morale forte qui pousse les personnages à réfléchir à leur action à chaque instant, rendant chaque utilisation de leur pouvoir à la fois excitante et périlleuse. Pour conclure, si vous cherchez un manga qui propose une approche différente et plus nuancée des pouvoirs surnaturels, Beichi est définitivement à découvrir. En associant pouvoir et moralité et réflexion philosophique, Atsushi Okubo du coup nous offre un univers riche en surprises et surtout en questionnement. Mais cependant, cela ne s'arrête pas là en fait. L'un des éléments qui distingue Beichi des autres mangas est sans doute aussi l'humour et l'absurdité constante qui règne dans l'histoire. Okubo utilise l'humour visuel avec brio, que ce soit à travers des expressions faciales exagérées, des transformations physiques soudaines ou des moments de comédie pure qui tranchent avec les scènes d'action. C'est un peu comme si l'auteur nous rappelait que, même dans les moments les plus tendus, il ne faut jamais trop se prendre au sérieux.
On retrouve ici du coup une approche similaire à celle de Solitaire où l'humour sert de contrepoint à l'action. Mais dans Bleach, contrairement à Solitaire, cet équilibre est encore plus prononcé, donnant au manga une ambiance légèrement plus déjantée et plus folle, même lorsqu'il aborde des thèmes plus profonds comme la morale et la pureté que nous avons vu précédemment. Si Bleach est souvent perçue comme une œuvre légère et humoristique, elle n'est pas moins empreinte de mystère et d'une certaine esthétique gothique. Les jeux d'ombre et de lumière sont omniprésents dans le dessin d'Okubo, créant des ambiances sombres et intrigantes. Les personnages évoluent parfois dans des décors inquiétants, presque sinistres, ce qui donne à l'histoire une dimension beaucoup plus complexe. C'est ici que l'on voit vraiment les prémices de ce qui allait devenir Solitaire. Les thèmes de la mort, des forces obscures et des questions morales sont déjà présentes, même s'ils sont abordés sous une forme plus brute et expérimentale. Pour les fans de Solitaire, du coup, Bleach offre une opportunité fascinante de découvrir comment Okubo a progressivement développé son style et ses idées. Enfin, on peut se demander du coup pourquoi Bleach, avec tout ce potentiel, n'a duré que quelques volumes. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. D'abord, le manga n'a peut-être pas rencontré le succès commercial espéré à l'époque. Okubo était encore en train de se chercher, de se faire un nom, et Bleach, bien qu'inventif, n'a pas forcément captivé un large public. Ensuite, il est possible que l'auteur ait voulu passer à autre chose. Et un projet plus ambitieux, Solitaire, a vu le jour. Peu de temps après la fin de Bleach, Okubo a commencé à travailler sur cette série qui allait devenir un succès mondial. En ce sens, Bleach peut être vu comme une œuvre de transition, un terrain d'expérimentation pour un jeune mangaka cherchant à affiner son style, ses idées, son dessin, mais aussi ses pensées. Alors pourquoi lire Bleach aujourd'hui? Parce que c'est une œuvre pleine de charme, d'énergie, de créativité et captivante. Elle nous permet de voir les prémices du génie de Kubo et de plonger dans un univers où l'humour, l'action, la réflexion se rencontrent dans un chaos maîtrisé. C'est un manga qui, bien qu'il soit court, offre une lecture divertissante et unique avec des personnages attachants, des pouvoirs étonnants et une esthétique visuelle qui saura captiver les amateurs de mangas originaux. Alors si tout ce que je vous ai dit vous a plu, n'hésitez vraiment pas à lire ce manga. C'est vraiment court, mais c'est très intense et intéressant à lire. Les dessins sont beaux, sublimes, et le texte est tout aussi fascinant. J'espère que cet épisode vous aura plu, et à très bientôt dans l'épisode suivant.